Alors, depuis quand vous êtes là et pourquoi? Je suis arrivé mercredi dernier, donc juste quelques jours avant le 1er novembre. Comme le musée Tigui-Daris m'avait invité à venir, j'ai profité de cette période du 1er novembre qui est tellement symbolique pour pouvoir venir revenir en Algérie, puisque je suis venu déjà plusieurs fois depuis quelques années, et pour profiter de cette période symbolique et assister à un certain nombre de choses très intéressantes. J'ai un emploi du temps un peu chargé depuis quelques jours, mais on va essayer de faire face. D'accord. Et donc c'est un peu, vous renouez un peu avec vos amis, un peu avec un pays qui vous parle, quoi, qui vous interpelle quelque part. Oui, l'Algérie c'est un pays qui parle parce que j'ai un passé lié au fait que j'ai été appelé pendant la guerre d'Algérie et que j'ai passé 9 mois à Alger. Et donc Alger, pour moi, c'est quelque chose d'important. J'ai été affecté à la Villa Suzini, ce centre qui a fonctionné comme centre de torture pendant toute la guerre d'Algérie. Et donc à partir de là, j'ai quelque chose qui est gravé, qu'on ne pourra jamais oublier, qui a été un traumatisme que je considère un peu comme un handicap avec lequel il faut apprendre à vivre, quoi. Vous avez assisté à des choses horribles, on va dire, des abominations? J'ai assisté à des choses effectivement horribles, toutes les questions de torture, mais sans doute moins que d'autres, parce que j'étais affecté essentiellement à cette ville-là, dans cette ville-là, aux tâches administratives, d'intendance, de chauffeur, de fichiers, etc. Enfin, j'étais pas dans la partie, disons, commando qui pratiquait les interrogatoires en permanence. J'étais plus dans l'aspect administratif, gestion du fichier et autres aspects de ce genre. Mais c'est vrai que de temps en temps, j'étais obligé, par manque d'effectifs, d'aller dans les salles de torture et que là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier, qui est aussi traumatisant, différemment, mais aussi traumatisant que pour les gens quand ils torturaient eux-mêmes. C'est une pratique quotidienne? C'était à l'époque effectivement une pratique quotidienne et il semble que la Villa Suzini a le triste privilège d'avoir été un centre de torture qui a fonctionné toute la guerre d'Algérie, depuis le début en particulier avec Le Pen et jusqu'au dernier jour de la guerre d'Algérie, alors qu'un certain nombre d'autres centres de torture d'Alger n'ont fonctionné que quelques semaines ou quelques mois, quelques années pour certains, mais pas en permanence comme la Villa. D'accord. Donc on peut conclure que la torture était institutionnalisée, quoi. La torture, oui, et en plus, je crois qu'il y a un aspect complémentaire qu'il faut évoquer, c'est l'aspect lié au sexe avec la culture algérienne, la culture arabo-musulmane, je veux dire, sur les questions de sexe, qui a été quelque chose de très utilisé dans cet aspect de torture en Algérie. C'est-à-dire l'atteinte à la pudeur, un peu... L'atteinte à la pudeur, les viols, etc. Puisque pour une femme, surtout à cette époque-là, être violée, c'était pas simplement être victime, c'était aussi être coupable. Avec tout ce que ça comporte d'être mise au banc de la société dans cette époque-là. Et donc pour les hommes, c'était aussi quelque chose... la pédophilie, ou pas la pédophilie, l'homosexualité était quelque chose considéré pratiquement comme une maladie, et donc pour les hommes c'était aussi quelque chose de très traumatisant. Et cet aspect utilisé par l'armée a été un des moyens de torture, au moins dans la période où j'étais, très couramment utilisé dans ce domaine-là. Et c'est quelque chose qui marque et qui n'a peut-être pas été assez évoqué jusqu'à maintenant, peut-être. D'accord. Et quels sont les personnages, ou on va dire des personnalités que l'opinion connaît, qui sont passées par la Villa Suzini?
Il y en a eu sans doute beaucoup, pas dans la période, il n'y a pas eu de personnalité entre guillemets marquante dans la période où j'étais. C'était tout à fait la fin de la guerre d'Algérie et il n'y a pas eu à l'aviation unie d'arrestation de personnalités spectaculaires. D'accord. Mais il y a eu des quantités, dans les 9 mois, il y a eu plusieurs milliers d'arrestations de gens torturés dans la période où j'étais. Et donc à partir de la guerre d'Algérie, comme beaucoup d'appelés et de militaires de l'époque, l'objectif fondamental c'était d'essayer de tourner la page, d'essayer d'oublier et d'essayer de fonder une famille qui était l'objectif, j'allais dire, déterminant pour chacun, d'oublier ces années tellement difficiles, parce que moi cet aspect de torture, pour beaucoup d'autres appelés, c'était les autres violences qui se sont produites, les exécutions sommaires et autres aspects, donc beaucoup de choses très traumatisantes qui ont été vécues. Et dans les jeunes Français qui revenaient de la guerre d'Algérie, on constatait régulièrement qu'ils étaient souvent différents après le retour de la guerre d'Algérie par rapport à ce qu'ils étaient avant. En plus, il y a eu les effets de boisson qui ont beaucoup joué. C'était la drogue à l'époque, il n'y avait pas le hashish utilisé ou la cocaïne comme pendant la guerre du Vietnam. Et l'alcool a été souvent la drogue utilisée pour faire un dérivatif. Un dérivatif et un palliatif pour un certain nombre d'appelés de l'époque. Vous-même, vous avez l'air d'en être encore marqué. On a l'impression que... C'est un traumatisme qu'on garde. Sur vous. Moi, je crois que l'expression la plus juste, c'est un handicap avec lequel il faut apprendre à vivre. Comme Lisette a un problème d'handicap depuis longtemps, il faut apprendre à vivre avec et puis essayer de passer le temps avec et d'essayer de faire. Mais témoigner aussi, c'est une sorte de thérapie aussi. Témoigner, c'est aussi. Ça fait du bien. Je ne sais pas si ça fait du bien, c'est toujours difficile. Sûrement. Le premier reportage que j'ai fait qui a beaucoup marqué, c'est le reportage où je suis venu en 2001, en décembre 2001, où j'ai retrouvé la Villa Suzini pile 40 ans après l'avoir quitté, où on a fait le reportage essentiellement sur la question justement des viols pendant la guerre d'Algérie. Et c'était où j'ai revisité toute la Villa Suzini, où je l'ai retrouvée pratiquement intacte avec les mêmes dispositions, rien ne changeait, sauf les petites cellules qui avaient été démontées, où on voyait encore les traces dans le sous-sol, les traces des cloisons qui avaient été démontées, mais c'est tout. Et donc c'est des choses très... C'était éprouvant. Oui. Alors c'est vrai que maintenant que je suis en retraite depuis un petit moment, donc j'ai pu... et que c'est surtout depuis que le débat a été relancé grâce à Lisette Guilla qui a été relancé, son témoignage qui est apparu dans le monde et puis après son intervention au public à la Fête de l'Humanité à Paris en fin 2000 a permis de déclencher toute une série de témoignages et de débats en France. Et c'est à partir de là que vraiment les choses ont beaucoup évolué depuis. Ont évolué, mais dans l'opinion publique, dans la connaissance un peu de ce qui s'est fait, mais pas dans la prise de responsabilité des autorités françaises dans ce qui s'est passé. Parce que de l'autre côté aussi, il n'y a pas une revendication forte des autorités algériennes pour ça aussi. Il y a eu que très tardivement, effectivement, il y a 2-3 ans, peut-être même plus récemment, une tentative de loi, de demander de loi d'indemnisation de la colonisation, je ne sais plus exactement. De criminalisation de la colonisation.
qui a été tenté, qui a été fait, qui semble un peu avoir avorté, j'ai l'impression. Non, qui est remis sur le tapis pour votre information depuis hier par un parti islamiste. D'accord. Donc c'est un sujet récurrent. D'accord. Ça, je ne savais pas. J'avais l'impression que ça avait été un peu oublié dans ce domaine. Mais je crois qu'il y a eu un peu un déficit, effectivement, du côté algérien dans ce domaine aussi. Mais après, c'est aux Algériens moi, je n'ai pas de leçon à donner aux Algériens, c'est eux qui maîtrisent leur avenir et leurs revendications. Mais s'il y avait eu effectivement une demande plus forte de la part des Algériens, je pense qu'il y aurait eu des avancées. L'exemple par exemple du voyage de Hollande en 2012 est un peu significatif. Quand il a été candidat à la présidence de la République, lors des primaires pour le désigner comme candidat, l'élection primaire du Parti socialiste se déroulait le 16 octobre 2011, c'est-à-dire 50 ans, après le massacre d'octobre 61 à Paris. En tant qu'animateur de ce collectif du 17 octobre à Paris, on avait fait avec le journal en ligne Mediapart une pétition qui avait été signée par Martine Aubry, sa concurrente, le samedi de la veille de cette élection. Et Hollande avait signé la même pétition une heure après, environ, dans laquelle il demandait à ce que les plus hautes autorités françaises reconnaissent ce crime comme un crime d'État et le condamnent comme tel. Donc quand il a été élu, le collectif s'est tourné naturellement vers lui pour lui demander qu'il confirme en fait sa position de candidat. Et on n'avait pas de réponse. On a refait une lettre complémentaire qu'on est allé porter pour lui dire qu'on venait chercher la réponse le 17 octobre 2012 pour lire sa réponse au Pont Saint-Michel. On est venu devant l'Élysée. Il pleuvait d'ailleurs ce jour-là, comme le 17 octobre 61 d'ailleurs, et on a fait le pied de crue devant l'Élysée pendant 1 heure, sans avoir de réponse, sans être reçu. Et pendant qu'on rentrait pour aller au Pont Saint-Michel, on a appris le communiqué de l'Élysée avec trois phrases laconiques dans lesquelles le mot crime n'était pas évoqué, et on ne sait pas qui est responsable de ce massacre. Donc c'est un exemple concret dans ce domaine. L'autre exemple concret dans ce domaine, c'est par rapport à Maurice Audin. Depuis quelques années, depuis 6-7 ans, je ne sais plus exactement combien, il est remis un prix de mathématiques Maurice Audin, qui est un prix croisé entre un mathématicien français et un mathématicien algérien, qui sont récompensés avec une séance à Paris, une séance en Algérie. Et le 18 juin dernier, donc, il y avait la remise de ce prix à Paris. François Hollande s'était engagé, quand il avait été élu, à la suite de la lettre de Josette Audin, de donner de lui transmettre toutes les informations, documents, etc., des archives qui existaient au sujet de la disparition de son mari. Et il lui a transmis très peu de choses dans les archives. Le comité Audin, qui s'est reconstitué pour la réalisation de ce prix Maurice Audin, a provoqué François Hollande en lui demandant d'aller plus loin que ce qui a été donné comme pièce, qui est insuffisant. Et il y a eu un communiqué de l'Élysée le 17 juin, dans lequel, pour la première fois, François Hollande, au nom de la France, donc, reconnaissait que Maurice Audin ne s'était pas évadé, mais était mort en détention, parce que c'est déjà un petit pas important, mais par contre, ce qui est inconcevable, c'est qu'il dit que c'est à partir de documents et de témoignages nombreux et concordants
cette conclusion est faite, mais ces documents et ces témoignages, personne ne les connaît. Il a reçu la veille Joseph Todin et il ne lui a rien donné, enfin rien de concret, et personne ne connaît les documents et les témoignages qui lui permettent d'affirmer ça. Et on ne sait pas comment Maurice Audin est mort. Il est mort en détention. Est-ce que c'est de peur? Est-ce que c'est de crise cardiaque, de vieillesse à 23 ans? On ne sait pas. Ce sont peut-être des documents confidentiels qui autorisent un peu le chef d'État français. Mais, oui, mais il y a encore un certain nombre de témoins français vivants qui sont capables de témoigner et de dire exactement ce qui s'est passé. Il y a un document qui a été découvert par Nathalie Funès, journaliste au Nouvel Observateur, qui a retrouvé dans les archives de Godard, du lieutenant Godard, qui était présent lors de l'arrestation, dans le centre de torture où était Maurice Audin, et qui, dans ce document, il affirme que ce serait le lieutenant Garcet qui aurait tué Maurice Audin. Le lieutenant Garcet est encore vivant et il pourrait témoigner. Les journalistes qui ont tenté de l'approcher jusqu'à maintenant n'ont pas eu. Ce militaire refuse d'ouvrir sa porte, de dire quoi que ce soit aux journalistes. Il y a un autre témoin de première nature, de première grandeur, qui pourrait témoigner et qui sait complètement de A à Z, qui n'est pas impliqué dans l'affaire de la disparition de Maurice Audin, mais qui sait complètement comment ça s'est passé de A à Z, c'est le général Maurice Schmitt, qui a été à cette époque-là capitaine, officier de renseignement à Alger, dans cette période de la bataille d'Alger, dans cette période précise, et tous les officiers de renseignement de cette zone d'Alger se rencontraient quotidiennement pour faire le point entre eux des arrestations qu'ils avaient pu faire, des recherches qu'il fallait faire, des arrestations, des enquêtes qu'il fallait mener, et donc il n'est pas possible qu'ils ne connaissent pas de A à Z comment l'arrestation de Maurice Audin, les informations que Maurice Audin aurait pu ou n'a pas voulu donner, et comment il est mort et comment il est disparu. D'après vous, on veut cacher quelque chose? Qu'est-ce qu'on peut cacher? C'est pour le moment, y compris les autorités de gauche françaises, qu'on pouvait penser qu'auraient une position différente, refusent de reconnaître la responsabilité de la France dans toute cette période-là. C'est pas un cas isolé, Maurice Audin? Non, pas du tout. Je compléterai après là-dessus, mais il y a tous les crimes tous les crimes qui ont été commis pendant cette période. Les crevettes Bijard, dont la technique a été exportée par les généraux Ozarès, Trinquier, Lacheroy, etc., en Amérique centrale, en Amérique du Sud, la France en est responsable. Les exécutions sommaires, les corvées de bois, les tortures, les viols, les villages rasés au napalm, les camps d'internement qu'on a appelés camps de recrutement. On a utilisé le gaz sarin aussi. J'ai appris récemment qu'en Algérie, pendant la guerre, on a utilisé le gaz sarin et le gaz VX pour tuer les Algériens qui étaient réfugiés dans des grottes. C'est des choses qui sont inacceptables. Et quand on entend le gouvernement français donner des leçons de droits de l'homme au niveau international, en particulier contre Saddam Hussein qui a utilisé les gaz, on n'a pas le droit de condamner de telles choses quand nous on a eu une responsabilité qu'on n'a pas reconnu cette responsabilité. Je le dis en tant que Français de façon très claire. Et Sarkozy avait fait un discours très clair de soutien au colonialisme.
l'UMP de 2002 à 2007 avait été très loin dans cette volonté de redorer le blason du colonialisme. On pensait que la gauche, en venant au pouvoir, et surtout avec le petit pas qu'avait fait Hollande avec la signature de cette pétition, les choses allaient changer. Et malheureusement, on constate que c'est quasiment le statu quo dans ce domaine. Le voyage de Hollande à Alger en décembre, par exemple, il n'y a rien eu de dit. Il a évoqué les questions de sétif, mais il n'a pas été plus loin que Barnier, le ministre de Chirac, qui avait parlé de tragédie inexcusable, mais sans reconnaître la responsabilité de l'autorité française dans ces massacres de sétif. C'était l'ambassadeur de France. Barnier était le ministre, et c'était l'ambassadeur de la Vallière, je ne sais plus son nom. Xavier de Driencourt, c'est ça? Qui avait exprimé là, mais le ministre avait confirmé la même chose le jour, dans un grand communiqué sur El Watan, le jour du 8 mai 1945, en disant que c'était une tragédie inexcusable, mais sans plus. C'est pas aller plus loin, quoi. Ça n'a pas allé plus loin, quoi. Et c'est pas ça n'a jamais été considéré comme la responsabilité du gouvernement français comme tel, quoi. Aujourd'hui même, dans notre journal, il y a un appel à l'institutionnalisation du 17 octobre 1961. Il y a un appel d'historiens, Monserand, il y a plusieurs... Il y a des Algériens et des Français qui ont lancé un appel et qui disent que... J'ai vu un bribe sur l'article. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas signataire, puisque je n'apparais pas comme signataire, puisque je suis un des principaux animateurs du collectif du 17 octobre, et que je n'ai pas été contacté pour ça. Alors peut-être que ça s'est fait rapidement, et que c'est parce que je suis en Algérie pour un moment, mais je suis pour cet appel, effectivement. Et puisque je suis aussi un des membres de l'appel des 171 pour la reconnaissance de la vérité sur Maurice Audin, qui a été fait en mars dernier. Là, il y a eu on va dire des révélations sur éventuellement la découverte d'un tombe de Maurice Audin. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour le moment, je reste très prudent et j'attends avant de m'exprimer là-dessus. Je préfère récupérer quelques informations complémentaires. Pour le moment, dans ce qui a été écrit dans la presse algérienne, il y a quelques points qui m'interpellent. Donc, avant de me prononcer, je préfère être prudent et attendre quelques jours. Mon séjour ici devrait me permettre d'avoir peut-être pas éclaircissement, mais précision sur les conditions dans lesquelles cette révélation s'est faite et peut-être avoir une meilleure appréciation sur le bien fondé de cet aspect. Mais c'est évident que la moindre petite bribe qui peut faire avancer ce dossier, je suis prêt à la prendre, même si elle est toute petite par rapport à ce qui a été dit, ou même si elle n'est pas vraie, mais qui permet d'être un déclencheur qui va permettre d'effectivement avancer très rapidement sur cette question, je fonce. D'accord. C'est plus une quête de vérité personnelle ou c'est plus un engagement dans une association, dans le mouvement associatif? Il y a plusieurs aspects. Je connais Josette Audin, j'étais avec elle le 18 juin dernier quand elle était présente pour la remise du prix Maurice Audin avec son fils. Je suis très lié avec Gérard Trenel, le président de l'association du comité Maurice Audin, et le problème de ces questions de torture, etc., pour moi c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse éclater au grand jour. J'ai mené 15 ans de combat presque au quotidien avec Henri Allègre, et donc je ne peux pas laisser tomber. Donc c'est un engagement. C'est un engagement fondamental sur ces questions.
Et c'est vrai qu'en France, peut-être aussi en Algérie, il y a des choses qui n'ont pas été aussi assez connues. L'engagement, par exemple, de Fernand Yveton, etc. En France, par exemple, la question d'Henri Maillot est très peu connue, quoi. Et j'avoue que rencontrer hier la sœur d'Henri Maillot fait chaud au cœur, quoi. C'est des questions qui me semblent importantes et qu'il faut connaître, quoi. Dans la politique française, depuis un certain nombre d'années, on a eu toute une série de gens qui ont été réhabilités, principalement des activistes de l'OAS en particulier, qui ont été réhabilités, qui ont récupéré leur grade et leur traitement, etc. De l'OAS. De l'OAS. Je prends l'exemple par exemple, du colonel Chateau-Chaubert, il faut prendre un exemple très concret. Le général Chateau-Chaubert, c'est un de ceux qui ont participé au putsch d'avril 61, qui a été un des responsables de l'OAS, qui a été un des responsables du maquis de Varsovie de l'OAS, qui voulait remettre en cause le cessez-le-feu qui avait été signé. Et ce colonel a eu le droit d'avoir une stèle inaugurée en 2006 ou 2007, enfin, j'ai un doute sur l'année précise, mais c'est au mois d'octobre que ça avait été fait. Je crois que c'est 2003 ou 2004 peut-être. C'est sous Sarkozy de toute façon. Donc c'est après 2007. Pardon. Je resitue. Mais l'année précise n'est pas importante. Cette statue a été élevée dans la caserne de l'école des parachutistes à Pau, et avec tous les honneurs de l'armée dans ce domaine, alors que ce colonel a été condamné à mort par contumace, même si cette condamnation n'a pas été exécutée, etc. Et moi je suis intervenu auprès de Hollande par la suite, une fois qu'il a été élu, quand j'ai su qu'il devait y avoir une nouvelle cérémonie commémorant ce colonel dans la caserne de Pau, et le conseiller de Hollande, qui est le même que Sarkozy, m'a répondu que c'était normal que cette stèle reste, puisqu'elle avait été faite de façon régulière dans cette enceinte. Et donc il n'y a pas eu d'annulation de manifestation, et je pense que régulièrement en catimini, ils continuent à honorer dans cette caserne un ancien putschiste qui a déserté, qui a été condamné à mort par contumace. Donc c'est un exemple très concret pour l'exemple français. Et par contre, le général Bollardière, qui lui s'est opposé à la torture et qui a fait 60 jours de forteresse, n'a toujours pas été réhabilité dans son honneur de C'est le militaire. seul général. Ce général n'a jamais été réhabilité et est toujours avec cette condamnation de ces 60 jours de forteresse. Et donc c'est quand même, là on va les deux poids deux mesures, y compris d'un gouvernement de gauche dans ce domaine. Bravo, c'est bien.